m'a demandé cet après-midi de vous faire une petite présentation sur l'open data comme étant le moteur de la politique publique ou des politiques publiques. Donc je vais essayer de vous faire cette présentation peut-être en préalable. Je vais vous présenter mon plan déjà d'une part et ensuite vous faire quelques mots de présentation de l'ADEME et de qui je suis pour savoir d'où je parle en fait et comment je vous dis ça. Ce que je vous propose donc c'est de vous parler dans un premier temps de l'open data à l'ADEME. On a une petite expérience depuis 3 ans d'ouvrir des données publiques, en tout cas les nôtres, en open data. Avant d'essayer de discuter avec vous un peu, de vous proposer en tout cas une vision sur une typologie en fait des types de données ou des types de restitution ou de présentation qui peuvent être de cette open data comme moteur de la politique publique. Et puis de vous partager un peu notre retour d'expérience en termes d'usage, que ce soit en interne pour nos collaborateurs, vis-à-vis du secteur public ou vis-à-vis du secteur privé. Pour aller plus loin après un petit peu, pardon, j'espère que ça va aller mieux que ça, vous parler un peu plus d'un outil qu'on est en train de construire qui va s'appeler la fabrique de la donnée, donc qui est un moteur, je dirais, d'open data, et puis terminer sur quelques réflexions par rapport à ces objets. Alors, peut-être pour démarrer, l'ADEME en quelques mots, je ne sais pas si vous connaissez, je vous donne quelques chiffres en fait, l'ADEME c'est 1000 collaborateurs sur environ une 25 à 26 implantations en France, donc 3 sites centraux, le siège social c'est à Angers, il y a un site important à Montrouge où je travaille, un autre à Sophia Antipolis, donc dans l'arrière-pays niçois, et puis après 17 directions régionales, donc des directions régionales métropolitaines, 13, et puis des directions 4 en DOM et 3 représentations territoriales. On tourne notre activité autour de 4 métiers. Excusez-moi. Alors là, je vais lire un peu ma fiche parce que je ne les ai pas tous par cœur, mais connaître, donc le métier de connaître, qui est l'animation et la participation au financement de la recherche et de l'innovation, à la constitution et l'animation de systèmes d'observation pour mieux connaître l'évolution d'ensemble des filières en fait, de la transition écologique. Le deuxième métier, c'est convaincre et mobiliser, parce que l'information et la sensibilisation des publics sont des conditions essentielles en fait, de la réussite des politiques environnementales. On met en œuvre des campagnes de communication pour faire évoluer les mentalités, les comportements, les actes d'achat, les actes d'investissement. Donc vous pouvez les entendre à la radio, dans la presse ou à la télé régulièrement, ça rentre dans ce cadre-là. Un troisième métier qui est conseiller. l'ADEME assure un rôle de conseil pour orienter le choix des acteurs socio-économiques et élabore des outils ou des méthodes adaptées à leurs attentes. Et donc la diffusion directe par des relais de qualité, des relais de conseil est une des composantes majeures de notre activité. Donc on passe notamment par des relais, vous êtes peut-être en tant que particulier, en tant que citoyen, vous avez été en relation avec des conseillers FAIRE, qui FAIRE étant l'objet en fait autour de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc si vous avez des travaux de rénovation énergétique, je vous conseille d'aller voir un espace FAIRE et de pouvoir travailler avec eux sur ces sujets. Et enfin, aider à réaliser. On déploie des types de soutien financier gradués et on favorise la mise en œuvre de références régionales et nationales. Et donc à travers ça, à partir de ça, ce sont des budgets d'intervention, d'incitation à des actions que nous vous proposons. Voilà, je vous mets sur la partie droite de la slide là, quelques éléments de budget. L'ADEME sur 2021 en autorisation d'engagement, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de budget, donc réparti en 2 grandes familles. Pardon. Un budget incitatif d'une part, et puis le budget lié à tout ce qui est plan de relance d'autre part. Je vous demande 2 secondes. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Alors, moi, qui suis-je ? Donc, je m'appelle Laurent Maurice, je suis administrateur des données à l'ADEME depuis 3 ans, en charge de l'élaboration et de la mise en place de la stratégie données de l'ADEME et de la démarche de généralisation de l'ouverture des données, et pas uniquement en open data, mais aussi en open data. Les données peuvent être ouvertes autrement qu'en open data, à travers du share ou autre. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir si ça vous intéresse. Avant ça, j'étais responsable des systèmes d'information pendant une dizaine d'années. Et puis avant ça, j'étais aussi responsable de la valorisation des informations et des connaissances. Je vous dis ça parce que l'un plus l'autre peut être amené au troisième en fait. Et du coup, ma mission, c'est de déverrouiller la donnée de l'ADEME pour l'ouvrir sous ses différentes formes de manière à la positionner alors, de manière très ambitieuse au cœur d'un écosystème des données de la transition écologique. C'est ce pourquoi j'essaye d'œuvrer au quotidien. Alors, l'open data à l'ADEME, l'entrée dans la démarche, en fait, elle s'est faite pour répondre, je pense comme beaucoup de structures publiques, aux obligations de la loi Le Maire. La loi Le Maire qui disait, en fait, qui contraignait, entre guillemets, les établissements publics de publier en fait toutes les données
à caractère public, et notamment, nous, dans le domaine de l'environnement, c'est renforcé par des problématiques environnementales. Et ça a été en fait très rapidement vu comme une contrainte en interne, parce que la contrainte, c'est des choses qu'on ne faisait pas jusque-là. Et puis pourquoi mettre à disposition des données publiques alors que les gens ils ont juste à nous la demander, en fait. Et on s'est imposé un peu cette contrainte, et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ça devenait une opportunité. Et c'est une opportunité de contribuer par l'open data à développer ce fameux écosystème des données de transition écologique dont je vais parler à nombreuses reprises parce que c'est vraiment notre mantra en fait et notre fil conducteur depuis 3 ans maintenant. Alors, cette opportunité en fait elle se caractérise autour de 3 enjeux principaux ou 3 capacités en fait à mettre à disposition des données. La première tourne autour des obligations réglementaires. Donc là, j'ai pris 2 exemples qui sont les aides financières, ou ce qu'on appelle nous les deal flow des projets verts. Donc là, en tant qu'établissement public, vous avez vu, on a un budget d'1 milliard d'euros. Donc on se doit en fait de rendre public, ou en tout cas de rendre transparente l'utilisation de ce budget. Donc tous les jours, on met à disposition sur la plateforme Open Data les aides financières attribuées par l'ADEME avec le bénéficiaire, le montant, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir si votre entreprise a été bénéficiaire d'une aide de ce type-là. Je prends cet exemple-là parce qu'il est quand même aussi représentatif de ce que l'open data, pour une structure publique, permet de mettre à disposition, de rendre transparent en fait la politique publique et la manière dont elle est mise en œuvre vis-à-vis du citoyen, de l'État, des entreprises qui sont aidées, mais aussi de nos tutelles et de l'administration. Pardon. La deuxième opportunité, c'est de diffuser des données de référence. Et très clairement, en fait, on était énormément sollicité au préalable par des structures X ou Y qui venaient nous dire pourriez nous mettre à disposition des données de la base carbone, vous pourriez nous mettre à disposition les données des entreprises RGE, etc. Et au final, on avait des actions ponctuelles en bilatéral avec des métiers. Et aujourd'hui, en fait, la plateforme Open Data nous a emmené dans un processus un petit peu différent de structurer en fait ces données et de les mettre à disposition de la foule de manière plus qualitative, plus actualisée, et surtout avec un flux de mise à disposition qui est beaucoup plus rapide et qui n'entraîne pas, qui n'impacte pas de charge au moment en fait, où le réutilisateur a besoin de cette donnée. Donc typiquement, là j'ai pris 2 exemples. La base carbone, on est réglementairement en fait, par l'État attributaire de la centralisation des données carbone sur du scope 1 en fait, des données carbone. Et la base carbone aujourd'hui est la base de référence nationale sur le scope 1. Et donc par API, vous pouvez, par API ou par téléchargement, aller chercher des informations pour motoriser vos systèmes d'information, si vous le souhaitez, dans cette base de données. Et puis un autre exemple qui sont les entreprises RGE, mais je vais y revenir un tout petit peu après dans ma présentation. Et puis enfin, la troisième opportunité, c'est de diffuser la connaissance, parce qu'aujourd'hui, la transition écologique, encore une fois, ne se fera pas sans données. Et la connaissance de la transition écologique est très importante. Et du coup, là, je prends 2 exemples également, mais sur lesquels je reviendrai. Le car labeling, c'est l'étiquetage environnemental des véhicules, où chaque pays européen a l'obligation, en fait, 2 fois par an, de publier l'état du parc de véhicules qui sont commercialisés, avec donc toute la chaîne de calcul CO2, émissions de différents gaz, etc. Et donc de rendre transparente aussi cette donnée. Et puis l'autre exemple, c'est toutes les données autour de la transition énergétique des bâtiments, où là il y a un véritable engouement, métier, enfin voilà, il y a vraiment des choses qui se vivent aujourd'hui par rapport à ça. Et donc on essaie de faire l'effort de mettre à disposition ces données de manière significative et actualisée et de qualité. Pour finir sur l'ADEME, tout ce dont je vous parle en fait existe, est en ligne aujourd'hui, c'est en ligne sur un portail qui s'appelle data.adem.fr. Vous pouvez y accéder si vous ne le connaissez pas déjà par cœur. Ce portail il est motorisé par un outil qui s'appelle Kumul. Je fais un petit peu de pub parce que on en parlait ce matin. C'est un outil qui est open source, qui est complètement open source, qui est développé par un éditeur éponyme qui s'appelle Kumul, et du coup qui met à disposition toutes ces sources et propose cette solution. Et du coup, on a bien accroché avec eux, et notamment parce qu'ils proposent, comme beaucoup de plateformes open data, c'est pas non plus spécifique, mais mettre à disposition en licence ouverte les données de manière tabulaire. Alors, on l'évoquait, je ne sais pas si vous étiez là ce matin à la table ronde, il y avait une question sur aujourd'hui, on est très tabulaire, mais voilà, on les met à disposition au format tabulaire aujourd'hui, on les met à disposition pour téléchargement, et puis chaque jeu de données aussi est accessible par API,
de manière très documentée, et normalement permet à quelqu'un de normalement constitué qui connaît un tout petit peu l'utilisation d'une API de pouvoir y accéder et de motoriser en fait son propre système d'information. Et puis avec des fonctions de visualisation aussi, parce que moi je reste persuadé que pour bien comprendre la donnée, il faut savoir la démontrer de manière visuelle. Et je vous montrerai tout à l'heure à travers quelques exemples comment je pense, de mon point de vue, la visualisation, la data visualisation est un plus pour la problématique d'open data. Du coup, comme on n'est pas très nombreux, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en temps réel. Voilà. Pour entrer dans la deuxième partie du coup de ma présentation, l'idée était de partir sur une typologie de cas d'usage autour de six cas d'usage justement. J'ai rien inventé en fait, je vais vous les présenter, je vais vous les dérouler de manière concrète. J'y suis issu de données de notre portail et d'usages qu'on peut en faire. En revanche, cette typologie en fait, elle a juste été proposée par Etalab, donc qui est une direction de la direction interministérielle du numérique que vous devez connaître. Et donc je me suis permis de la reprendre parce qu'elle me parlait beaucoup et vous me direz si elle vous convient également. Donc ces 6 cas d'usage, je vous les cite, après je vais les détailler. Donc le premier, c'est informer le public et éclairer la décision. La politique publique, c'est ça aussi, c'est le public qui doit s'emparer de la donnée. Coordonner les acteurs d'une politique publique et partager son information toujours. Suivre et évaluer la mise en œuvre d'une politique publique. Anticiper et prévoir grâce à la donnée. Et notamment prévoir l'apparition de signaux faibles. Faire de la transparence, ou faire de la transparence et réguler un marché par la donnée. Et puis enfin, là plus lié aux API et l'utilisation, mais automatiser et changer sa relation à l'usager. Donc c'est rendre la donnée non seulement disponible, mais aussi accessible pour pouvoir être utilisée très simplement. Donc le premier, c'est informer le public, éclairer la décision. J'ai pris l'exemple des données de la base de données Sinoe. Je ne sais pas si vous connaissez la base de données Sinoe. En fait, c'est le système d'information national sur l'observation des déchets qui est confié à l'ADEME depuis une quinzaine d'années. Et donc, en fait, nous, ADEME, nous avons une mission de fédérer un réseau d'acteurs maillés au niveau régional, local ou territorial pour pouvoir récupérer des données sur les déchets ménagers assimilés, maintenant les déchets du bâtiment également, et restituer ça en fait sous forme d'observatoire avec des données qui sont agrégées et qui sont réaccessibilisées à tous. Jusque-là, en fait, les données Sinoe étaient utilisables à travers des requêteurs dans une application qui s'appelle sinoe.org que vous pouvez consulter. Et l'objet de la mise à disposition en open data, ça a été en fait de pouvoir partager avec le public le plus possible d'informations pour permettre de légitimiser la prise de décision. L'idée de l'open data, en complément en fait de sinoe.org, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun justement d'accéder à la donnée sans avoir à requêter de manière complexe sur une base de données. Et du coup, on a proposé une douzaine de jeux de données en fait en open data. Donc la difficulté par rapport à ces données-là, c'est qu'elles sont redressées en fait de manière très scientifique, je dirais. Il y a un gros travail. Donc les données qui sont aujourd'hui en ligne, je prends un exemple sur les déchetteries, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais les déchetteries, en gros, c'est les déchetteries à jour de 2019 aujourd'hui. Parce qu'on a des plans d'observation à 2 ans, le temps de redressement, etc. Ça nous amène à. En revanche, les données que vous avez là, ce sont des données que vous pouvez utiliser et qui sont d'une fiabilité à toute épreuve. Voilà. Je prenais peut-être juste pour un autre exemple ce petit tableau de bord en fait, des cas du Covid qu'on a vu beaucoup ces derniers temps. Là, c'est les données sur data.gouv.fr. J'y reviendrai aussi tout à l'heure peut-être avec quelques éléments. L'idée en fait là, c'est vraiment encore une fois de partager l'information et permettre au public de légitimer la décision parce qu'il l'a comprise, en fait, il sait où on est par rapport à la démarche. Donc entre cette carte qui représente en fait le ratio de tonnage des déchets ménagers et assimilés en kilos, population et années, vous avez la possibilité de zoomer après sur des départements, d'avoir voilà. Mais on partage, vous et moi, en fait, cette information. Alors là, en data vis bien sûr, mais à partir de données chiffrées à proprement parler. Donc ça répond, de mon point de vue, à cette notion d'information du public et d'éclairage de sa prise de décision, que ce soit un public citoyen ou un public de politique, d'élus ou d'associatifs. Deuxième cas de figure, deuxième cas d'usage, qui est la coordination des acteurs d'une politique publique et le partage d'informations. Là, j'ai pris le cas d'usage de l'historique des entreprises RGE.
Je ne sais pas si le sigle RGE vous est familier. En fait, les entreprises RGE sont les entreprises qui sont labellisées pour pouvoir faire des travaux de rénovation énergétique dans vos logements. Et ces entreprises-là seulement vous permettront de bénéficier de crédits d'impôt oui, de crédits d'impôt. Il n'y a que ça aujourd'hui. Et donc, ces qualifications RGE sont données par 11 organismes. Alors, les plus gros, c'est Qualité ENR, Qualibat, que vous devez voir à l'arrière, enfin qu'on voit à l'arrière de 99% des camionnettes d'artisans aujourd'hui. Mais il y en a des beaucoup plus petits aussi. Et en fait, la difficulté a été de fédérer ces 11 organismes qualificateurs pour pouvoir mettre à disposition du public, en fait, quand je veux faire des travaux à la maison, que ça soit dans les combles, au sol, sur les murs, l'éclairage, etc. Je n'ai besoin que d'aller chercher, en fait, sur un site qui s'appelle faire.fr, je l'évoquais tout à l'heure, en fait, l'artisan ou les artisans dans un périmètre géographique autour de chez moi qui vont me permettre de faire ces travaux, et ils sont normalement garants, en fait, de la réglementation énergétique, d'où RGE. Et donc nous, notre travail, ça a été de fédérer, en fait, de capitaliser, de consolider l'ensemble de ces données issues des 11 organismes, de manière à pouvoir les proposer de manière complète, consolidée depuis 2014, ce qui est quelque chose d'assez complexe parce que la qualification peut commencer aujourd'hui, s'arrêter demain, reprendre dans 3 jours, et voilà, donc il y a tout un tas de règles qui sont mises en œuvre dans ce cadre-là. Et là, ce que je vous présente, en fait, c'est de pouvoir partager l'information sur l'ensemble des acteurs avec une base commune de confiance et notamment avec une timeline qui va vous permettre de dire que l'entreprise X qui est ici, en fait, a été d'octobre 2021 à avril 2021 en fait labellisé sur ce truc-là. Après, il y a une rupture, etc. Et donc d'avoir une vision qui est partagée entre l'ensemble des acteurs, que ce soit encore une fois les citoyens, vous et moi, la puissance publique, mais aussi les impôts. Quand ils vont faire des crédits d'impôt, ils vont aller se référer en fait à ces données, de manière à dire, voilà, vous avez une facture qui est juste pointée ici, eh bien, monsieur ou madame, ça ne va pas le faire parce que là, ce monsieur-là, il n'était pas labellisé. Et donc, on agit à ce titre comme un partageur d'informations et un coordinateur en fait, des données publiques. Voilà, tout à fait. Et donc, on agrège voilà, dans cette timeline ces jeux de données-là. Le troisième cas d'usage, alors ça c'est un autre exemple du même type, pardon, c'est pas le troisième, c'est toujours le deuxième, c'est sur ce qu'on appelle les sites et sols pollués. En fait, l'ADEME intervient sur un certain nombre de sites et sols pollués en France quand les maîtrises d'ouvrage sont défaillantes. L'État en fait nous demande d'intervenir et de prendre le rôle de maîtrise d'ouvrage pour pouvoir mettre en place les travaux de réhabilitation des sols. Et typiquement en fait mes collègues du service sites et sols pollués ont souhaité en fait mettre à disposition des données de ce type qui va permettre pour chaque point, derrière chaque point en fait il y a une opération. Et vous cliquez en fait sur le point, vous allez avoir toute la fiche détail, les travaux réalisés, etc. Et donc, de la même manière, toujours avoir cette vision coordonnée en fait de la donnée publique. Et où va l'argent public également en fait. Je pense que c'est aussi dans notre société actuelle, c'est hyper important. Donc, je reviens à mon troisième cas d'usage, donc sur le suivi et l'évolution de la mise en œuvre d'une politique publique. Là, j'ai pris le cas des diagnostics de performance énergétique. Alors, je suis très rénovation énergétique des bâtiments parce que c'est quand même un gros sujet chez nous et je pense que ça parle à tout le monde en plus. Les DPE en fait c'est une base de données de 11 millions de DPE en fait depuis 2014 également. Vous avez dû entendre ça si vous écoutez la radio ces derniers jours ou si vous lisez un peu la presse publique. Il y a une nouvelle version des DPE qui a démarré au 1er juillet et qui a fait un peu parler d'elle parce que la V2 en fait bouleverse pas mal les habitudes des diagnostiqueurs DPE qui sont donc des sociétés privées qui réalisent les diagnostics. Et du coup, on leur a mis beaucoup de contraintes pour avoir des données de qualité. Et du coup, comme ça les a fait un peu, ça les a un petit peu embêtés. Du coup, il y a eu pas mal de remontées d'huile dans les moteurs. Et du coup, la ministre a fait 2 conférences de presse la semaine dernière pour expliquer que tout allait bien se passer et qu'on allait régler les problèmes. Surtout, on a enlevé en fait les verrous qui permettaient de contraindre la saisie, mais on les remettra très rapidement. Ce qui est important là-dedans, en fait, c'est que ces 11 millions de diagnostics de performance énergétique, en fait, c'est une richesse énorme pour beaucoup de gens. Moi, en tant que citoyen, ça m'intéresse de savoir où est ma maison par rapport à celle de mon voisin. Les DPE, je ne l'ai pas dit, mais en fait, sur chaque transaction immobilière, que ce soit un achat ou une location, je me dois de faire un diag, en fait, et de le verser donc, dans cette base de données. Donc, vous allez retrouver votre maison, votre logement, etc., à la maille adresse. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette base de données en fait, a un véritable sens en termes de partage, en termes de connaissances communes. Et la mettre à disposition du plus grand nombre,
c'est aussi justement permettre de suivre et d'évaluer cette politique publique et de dire pour telle collectivité, pour tel territoire, eh bien, moi, mon parc immobilier aujourd'hui, il est là où il est là, d'accord. Et du coup, cette petite data vis que vous avez à droite là, ça va permettre, de mon point de vue, de pouvoir positionner. Donc, vous le voyez peut-être pas, mais c'est les bâtiments publics, les centres commerciaux, les copropriétés, les locations, le neuf et l'ancien. Et du coup, ça va me permettre, en fait, en tant que décideur, de pouvoir filtrer ces données-là et de retrouver justement où est. Donc, plus c'est rouge, plus c'est énergivore, bien sûr, plus c'est vert, plus c'est propre. Et donc, d'avoir cette vision en data vis en fait des données pour pouvoir là après forer. Alors, je vous dis même pas le nombre de requêtes qu'on a dans une boîte aux lettres cdo@adem.fr qui nous demande en fait de filtrer, de nous expliquer, etc. Enfin, c'est hyper enrichissant, mais hyper chronophage. Mais voilà, il y a un vrai enjeu et c'est le jeu de données qui est phare. Pardon. On a une boîte aux lettres qui s'appelle cdo@adem.fr en fait, où les gens viennent nous écrire sur bah tiens, on n'a pas compris votre jeu de données, ou on aimerait avoir le filtre par le département machin ou la commune. Bon. Donc on essaie de leur donner les outils pour le faire eux-mêmes, mais il y a beaucoup de requêtes dans ce sens. Et du coup, bah voilà, la donnée, elle permet là de suivre la mise en œuvre effective de la politique publique et de s'assurer de l'évolution du parc. Et ça va permettre aux décideurs publics de pouvoir mesurer et d'évaluer, justement, comme je le disais, la mise en œuvre de leur politique de rénovation énergétique locale ou territoriale. Et puis aux citoyens de se comparer et de comprendre aussi justement la problématique quand on entend parler des passoires énergétiques actuellement. Hein, clairement, à la location, celle-là, il n'y a aucune raison qu'elle soit louée, quoi. Hein, c'est des murs en papier. C'est ce que ça. Enfin, je suis pas spécialiste du métier, mais en gros, c'est ce que ça veut dire derrière. Donc, vous imaginez la précarité énergétique qui est liée à la location de logements de ce type. Voilà. Et puis de manière un peu différente, là c'est un peu plus complexe, mais j'adore ce diagramme de Sankey, là je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça met en relation en fait des classes de consommation énergétique avec des classes de consommation GES. Dans les données DPE, en fait, on attribue deux notes, une lettre de classe énergétique, une lettre de classe GES. Et c'est très intéressant de voir que c'est pas forcément, et vous le voyez directement sur le dessin, c'est hyper distribué en fait. Et du coup, ça permet aussi de comprendre mieux des mécanismes en fait, et de se dire, je peux être hyper propre en CO2, enfin plutôt en GES et beaucoup moins propre en CO2. C'est pas complètement aligné. Donc ça, c'était le troisième cas d'usage. Le quatrième, ça va être d'anticiper et de prévoir en fait, hein, c'est de comprendre l'apparition de signaux faibles. Alors là, on n'a pas forcément beaucoup de cas de figure dans ce cadre. En revanche, je vous en ai mis un. En fait, on a réalisé pendant le premier confinement un travail pour préparer le monde d'après. On en a beaucoup parlé à l'époque. Maintenant, on en parle un petit peu moins du monde d'après. On est peut-être déjà dans l'après, mais bon, je ne sais pas si grand-chose a changé. On pourrait presque dire que pas grand-chose a changé. Et l'idée, c'était de construire un corpus d'un millier de contributions qui étaient constituées de sources issus de médias, de think tanks, d'organisations professionnelles, d'ONG, etc., qui a essayé d'obtenir un panorama pour comprendre les principales tendances de littérature du monde d'après, justement, et de pouvoir proposer en fait des signaux faibles, justement, aux décideurs publics. Et du coup, on a proposé, en fait, alors, encore une fois, je ne vous présente que les data vis, hein, parce que si je vous présentais un tableau de chiffres, ça serait beaucoup moins rigolo. Mais de pouvoir, justement, là, à travers la data vis, mettre en perspective une thématique et un tagage de l'auteur principal, hein, qui est caractérisé par le monde économique, le monde politique, le monde militant, le monde associatif, le monde juridique, etc. Et du coup, ça permet aussi de voir où sont positionnés en fait les grands enjeux de ces ruptures et de ces signaux faibles. Donc, je trouve ça assez éclairant en fait, ce type d'usage. Encore une fois, c'est certainement à développer, mais là, on n'est plus sur du métier d'ingénieur, je dirais, on est plutôt dans de la socio ou de la recherche éco. Et donc, mais malgré tout, l'open data, ça permet aussi ça pour le décideur public. Un cinquième cas d'usage, qui est là plus pour faire la transparence sur un marché et le réguler par la donnée. J'ai pris l'exemple là des données sur l'étiquetage environnemental des véhicules que j'évoquais tout à l'heure, le car labeling. Là, l'idée, en fait, hein, c'est de pouvoir mettre... voilà, chaque constructeur automobile se doit, en fait, au moment de la mise en ligne, enfin, la mise en circulation de son véhicule sur le marché, de mettre à disposition en fait des pouvoirs publics les consommations, les émissions de GES, les émissions d'un certain nombre de polluants que j'ai plus en tête comme ça forcément.
Et ce type de cas d'usage, en fait, c'est pour répondre à la première étape de la régulation qui, d'après moi, est la connaissance du domaine régulé. Et là, à travers des outils de ce type, vous et moi, on est capable de comprendre en fait le marché et le domaine qui est régulé, et donc là, le domaine de l'automobile. Je vous conseille d'aller voir soit ce site, là je vous ai mis une datavis qui vient de adem.fr, qui est notre site institutionnel, mais allez voir aussi les données si vous êtes un peu habitué à aller regarder de la donnée. C'est hyper intéressant. On voit les constructeurs qui font l'effort, on voit ceux qui ne font pas l'effort, on voit les gammes sur lesquelles... Enfin bon, voilà, donc c'est hyper éclairant, et du coup, ça permet, de mon point de vue, véritablement de réguler cette vision de marché, et de mieux comprendre, en fait, pour chacun des acteurs, comment le marché va permettre aussi d'évoluer ou pas. Voilà, et puis enfin, le sixième cas d'usage, là, qui est moins donné, mais plus sous-dit, c'est tout ce qui tourne autour de l'automatisation des échanges et du changement de la relation avec l'utilisateur. Et là, donc, du coup, je vais parler que d'API, en fait, et vous donner quelques exemples, mais je ne sais pas si vous êtes familier des API, vous êtes plus carto peut-être, à ma gauche en tout cas, je ne sais pas, vous madame, ou vous les autres. En revanche, aujourd'hui, de mon point de vue, l'API devient une des solutions d'interopérabilité, je dirais, vraiment universelle pour capter de la donnée et faire interagir des systèmes. Et là, j'ai pris deux exemples, en fait. Dans le cadre des filières REP, la filière REP, je ne sais pas si ça vous parle, c'est, vous savez, les 24 centimes qu'on paye sur nos achats d'électroménager, etc. En fait, c'est les filières responsabilité élargie des producteurs. Donc, en fait, chaque producteur va devoir payer en fait sa quote-part, et il la remet sur notre ticket de caisse. Mais du coup, nous, on gère en fait une base de données sur l'ensemble de ces filières. Il y en a 9 actuellement, il y en aura 23 en 2023. Donc, on parle actuellement des piles EAQ, des déchets électroménagers, des pneus usagés, des huiles usagées, des bateaux de plaisance usagés, etc. Voilà. Et donc, à travers ça, il y a une filière qui s'appelle les gaz fluorés. Et les gaz fluorés, en fait, ils doivent déclarer les récupérateurs et les réutilisateurs, en fait. Et là, en fait, ils sont venus nous dire à un moment donné, et c'est l'intérêt aussi d'être la puissance publique et le tiers de confiance, ils sont venus nous dire, vous avez nos coordonnées, en fait, et nous, on est en train de construire des systèmes d'information pour qu'à l'entrée des sites de récupération, en fait, on puisse valider, savoir si la personne qui arrive avec son camion et sa cuve de gaz fluoré, en fait, est ou pas autorisée à les promener. Et ils nous ont demandé, en fait, de mettre à disposition ces données-là via API. En fait, elles sont nativement par API, mais en tout cas d'actualiser quotidiennement en fait, ces données. Et du coup, quand vous arrivez avec votre camion devant une installation de traitement des gaz fluorés, on vous check et on va vous capter par API par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment un exemple important. Enfin, c'est anecdotique, mais tout ça pour renforcer l'idée que justement que la politique publique, elle se pilote aussi parce qu'on est capable d'échanger de l'information, d'échanger de la valeur. Et du coup, une petite pub pour Kumul, donc qui est l'éditeur de notre outil. Kumul a nativement en fait intégré. Ça fait beaucoup de pubs, mais bon, c'est pas cher. En même temps, on peut le faire. Pas du tout. Kumul en fait a nativement dans la première version livré en fait une interface de sa plateforme Open Data avec une API documentée en fait pour nativement en fait mise à disposition pour chaque jeu de données. Et du coup complètement Open Data, API 3.0. Enfin voilà, donc le format plus la mise à disposition est complètement transparent et permet à n'importe quel outil, à n'importe quel utilisateur, en fait, de faire un get pour aller voir où sont les données et sous quelle forme elles sont présentées. J'arrête ma pub pour l'instant. Voilà, j'ai fini mes 6 cas d'usage. Je voulais peut-être juste vous présenter ça sous forme un peu plus process. Et ça, c'est toujours en fait la terminologie, la typologie proposée par Etalab, avec une politique publique, ça se conçoit, ça se met en œuvre et ça s'évalue. Et du coup, on retrouve ici en fait la chaîne de valeur, donc comprendre le sujet, scénariser les paramètres d'une politique publique, prendre les décisions sur des faits concrets et précis, anticiper l'évolution d'une politique, mesurer, évaluer, et puis mettre à disposition les données derrière. Donc on est vraiment, de mon point de vue, l'open data aujourd'hui contribue fortement à motoriser ces politiques publiques à travers ces 6 cas d'usage. Après, vous pouvez me dire, il y en a 7, 8, 23. En revanche, voilà, je pense qu'on est à peu près raccord quand on se retrouve sur ces éléments-là. Pardon.
avant-dernière partie du coup de ma presse, je voulais m'arrêter un tout petit peu sur les dynamiques qui sont liées à la mise à disposition de données en open data. Donc données là liées à la transition écologique, c'est mon métier, donc c'est ce que j'essaye de faire le mieux. Et du coup, je vais prendre 3 catégories ou 3 typologies de personnes ou d'utilisateurs. Donc dans nos équipes métiers à l'ADEME, comment ça se passe? Au niveau des acteurs publics, dans la sphère publique, comment ça se passe? Et puis aussi au niveau des acteurs privés, je pense que vous représentez peut-être, donc ça peut être intéressant aussi d'élargir par rapport à ça. Dans nos équipes métiers, je vous ai évoqué tout à l'heure le passage de la contrainte à l'opportunité. Donc la contrainte, c'est au départ, ouais, t'es gentil Laurent, mais on n'a pas que ça à faire, nous on a un métier, les données, mettre à disposition sur une plateforme open data, on ne voit pas trop pourquoi. Et puis en fait, aujourd'hui, je ne peux pas ne pas y être. C'est-à-dire que quand on construit un nouveau système d'information, quand on met en place une nouvelle réglementation, en fait, les collègues maintenant, ils n'ont même plus de questions. En fait, c'est pourquoi je ne mettrais pas en open data? Enfin, ne m'interdis pas de le mettre parce que de toute façon, c'est pas visible. D'accord? Donc c'est hyper rigolo parce que du coup, en 3 ans, on a eu un changement de pied complet. On a fait un tour, on a presque fait un 360. Et du coup, je dis ça pourquoi? Parce que la problématique de la donnée a véritablement changé d'air en fait. Hein, et je pense que si vous êtes là, vous en êtes persuadé. Ça va vraiment nous permettre de vivre autrement. Et la donnée est quand même le moteur de cette transformation numérique dont on parle aujourd'hui. Et avant même de parler de transition écologique, mais voilà. Et donc on est vraiment dans une évolution forte sur ces derniers temps. C'est aussi, en fait, il faut être aussi transparent. C'est aussi l'opportunité de faire une diffusion à faible coût. C'est-à-dire que là où hier, dans des structures comme les nôtres, on publiait des rapports d'études épais comme ça qui allaient remplir des étagères, caler des tables éventuellement, c'est moins sympa. Mais aujourd'hui, en fait, les données elles sont publiées quasiment gratuitement. Il y a un petit peu d'huile de coude pour pouvoir les mettre en valeur, les mettre en ligne, etc. Mais ça n'a rien à voir avec un flux éditorial en fait, tel qu'on pouvait le connaître jusque-là. Ça garantit aussi un service simplifié de publication. Ça nécessite de proposer un faire pour, c'est-à-dire que si vous venez me voir en me disant demain je voudrais publier, je ne sais pas comment faire, je vais vous aider à le faire, et puis la prochaine fois on va le faire ensemble. Et donc du coup d'avoir une collaboration en fait au sens collaboratif du terme, pour pouvoir se dire c'est notre outil à tous et c'est notre mode de diffusion à tous. Et du coup, là où on voyait hier des études qui étaient présentées sur notre site institutionnel adem.fr en disant ce qu'on appelait la librairie, on avait la vignette, il faut aller envoyer un bon de commande pour le publier. Aujourd'hui, en fait, on va non seulement avoir un bon de commande pour publier un document téléchargeable éventuellement, mais surtout on a un lien vers, dans la plupart des cas, vers les données en open data pour aller voir plus loin ou en savoir plus. Ça nous a permis aussi une montée en qualité globale. Et ça, c'est clair, en fait. Hein, on l'évoquait avec Mathieu à table ce midi. Là. Hier, en fait, on avait toujours peur de publier la donnée parce que non, mais tu te rends pas compte, là, il y a ce truc-là qui va pas, il y a ce pourcent-là qui reste, et on va jamais y arriver, c'est pas possible, on va se faire allumer. Et au final, alors, si ce pourcent-là, il n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? On va vous féliciter pour les 99% qui sont bons. Et on va vous demander de faire l'effort de le faire. Mais est-ce qu'on ne l'aurait pas fait de toute façon, hein? Donc clairement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aussi que la qualité, c'est pas le 100% ingénieur habituel, mais c'est peut-être le 99,9% qui me permet aussi de rendre aux citoyens et à la société en fait une copie propre, et surtout en fait pour revenir à mes 6 cas d'usage, d'avoir la possibilité de rendre la donnée transparente. Et puis on a aussi la problématique liée à la période où comment j'appelais ça, la qualité et l'actualisation de la donnée. En fait, hein, l'actualisation, c'est facile aussi de se dire, tiens, je parlais de Sinoé tout à l'heure. Tous les 2 ans, en fait, on a des campagnes de mesure, hein, et puis on va les mettre, voilà. Mais là, du coup, les collègues de Sinoé, ils sont très très embêtés parce que leur pas de temps, il va pas du tout par rapport à la problématique de l'open data, où en fait, on est capable tous les jours, je parlais des gaz fluorés, d'avoir des listes actualisées, et du coup, ils sont, passez-moi l'expression, un peu dans la merde, et ils savent pas trop comment faire, en fait. Donc, il va falloir que soit ils reviennent un peu sur leur problématique très qualitative, en disant peut-être que le redressement qu'on met 2 ans à faire, peut-être si on mettait 6 mois, ça serait peut-être pas mal non plus, en fait, sans forcément dégrader la qualité pour autant. Mais en tout cas, d'avoir cette vision complètement alternative en fait, de l'amélioration et de l'actualisation. Dernier point, ouais, on l'évoquait tout à l'heure, on a un peu un tiers de confiance, et on met à disposition de ces fameuses données de la transition écologique. Et moi, je crois beaucoup à l'innovation par la donnée. En fait, très clairement, et là je vais reprendre un petit exemple qu'on a traité tout à l'heure.
on n'a pas en tant qu'institution publique, même si on est... Alors, l'ADEME, je ne l'ai pas dit, hein, on est public, on est financé 100% par l'État. On est ce qu'on appelle un opérateur. Donc l'ADEME a un conseil d'administration avec un président. On n'est pas une direction en fait d'un ministère, on est un organisme parapublic. Ouais. Donc malgré tout, on a des contrats de travail privés, mais on est salarié de l'État en fait. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que on va mettre à disposition des données de manière globale. Je reprends l'exemple du Covid qu'on évoquait tout à l'heure. Si on fait le pendant avec ce qu'a fait Etalab, ils ont mis à disposition en fait, des tableaux de bord de suivi du Covid au niveau régional, départemental et voire communal. En revanche, de mon point de vue, ce n'était pas leur rôle de faire un Covid tracker. Par contre, de mettre à disposition une donnée publique accessible, utilisable, actualisée, a permis à un Covid tracker de se réaliser et de mettre à disposition de nous, le citoyen, en fait, la capacité à comprendre comment marchait la pandémie. Et c'est ce qu'on aimerait réussir à faire sur beaucoup de sujets. On arrive plutôt pas mal à le faire sur les données de la rénovation énergétique des bâtiments à travers un peu l'écosystème de données. On parlait des DPE, des RGE, etc. Et du coup, on est énormément sollicité par des startups, des bureaux d'études ou des plus grosses entreprises qui viennent nous dire « Nous, vos données, on va les motoriser et on va, à partir de ces données, faire de l'innovation en fait, technologique. » Et du coup, chacun a sa place, j'ai envie de dire. Et c'est très important, je pense, de comprendre que nous, on est les moteurs de l'innovation, mais pas forcément les innovants. C'est-à-dire qu'on va être capable de mettre sur le marché, ou de mettre à disposition, ou de mettre à donner en service en fait, ces données permettant de produire cette innovation. Alors ça passe après par différents moyens, hein, des interactions avec les acteurs. Ça passe aussi par la participation à des espaces d'innovation, des hackathons, des datatons, etc. Et puis c'est à chaque fois les moyens aussi de se sortir les mains des poches, je dirais un peu, pour dire voilà, on va mettre un nouveau jeu de données à disposition parce que celui-là il est emblématique et il est important. Voilà, complètement. Bien vu. Je crois que j'ai tout dit là-dessus. Je vais passer à l'institution publique. Donc là aussi, il y a un sujet d'innovation pour la donnée. Hein. Typiquement, le ministère de la Transition écologique est très féru, hein, à travers notamment son écolab d'innovation pour la donnée. Donc on est assez sollicité par eux et à juste titre en fait, hein, pour pouvoir, encore une fois, mettre à disposition, contribuer, participer à des hackathons, à des datatons. On est aussi très acteurs et on participe de manière très en proximité en fait, à ce qu'on appelle l'écosystème des données de la transition écologique. Et du coup, que ce soit autour de la rénovation énergétique des bâtiments avec l'ensemble des acteurs qui sont derrière. Alors je pense au CSTB, au CRMA, etc., que vous connaissez certainement. Autour de l'économie circulaire de plus en plus, parce que c'est quand même un vrai sujet. Et puis il y a la loi AGEC qui nous oblige aussi les uns les autres en fait, à aller sur ce sujet. C'est la loi sur l'économie circulaire justement qui va nous contraindre, entre guillemets, parce que c'est toujours après une opportunité, mais qui va nous contraindre de diffuser les données de l'économie circulaire, et donc de pouvoir proposer en fait le flux de circularité en fait, de la donnée, GEC. Et puis les données carbone, voilà, sachant que, comme je le disais, en fait, notre ministère de tutelle, le MTE, donc, est très véloce autour de la donnée. Et donc, on a véritablement un enjeu de travailler ensemble par rapport à ça. Et c'est assez pertinent. On se mobilise, on se motive, on se challenge les uns les autres par rapport à ça. Voilà. Je suis en retard. Ah non, c'est bon. Par rapport au privé, du coup, que dire ? Je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, beaucoup de bureaux d'études, de start-up consomment nos données dans le cadre de la mise en œuvre de leurs services. Donc ça, c'est super. Après, des fédérations de banques s'emparent des données DPE, typiquement, sont venus nous voir récemment en disant qu'il faudrait que là-dessus, vous ayez plus de qualité, parce que nous, quand on veut faire des prêts à la rénovation énergétique, il faut quand même qu'on soit à peu près sûr. Et en général, quand les banquiers ou les assureurs viennent vous voir, c'est que c'est plutôt intéressant parce qu'ils savent plutôt de quoi ils parlent en termes de risque derrière. Donc, c'est très intéressant aussi, donc ça c'est l'interaction. Et puis, on est aussi très sollicité pour la mise à disposition de nouvelles données. Hein, dans la journée, là, on a eu l'occasion d'échanger avec les uns ou les autres. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué en fait, parce que on a un rythme, je dirais pas de sénateur, mais en tout cas, les données, on les crée pas comme ça en claquant du doigt. On va être obligé aussi soit les données sont issues d'un système d'information ancien, d'une réglementation, d'une mise à disposition de données réglementaires. Mais après, on les génère pas en fait les données sous cette forme simple.
il faut aussi qu'on en assure la qualité, le contenu, etc. Donc c'est un vrai sujet, mais en tout cas, l'open data, c'est aussi un appel d'air par rapport à ça. Et on se doit d'y répondre, même si on ne sait pas y répondre forcément aujourd'hui. On se doit d'y répondre demain. Je voulais faire une petite insiste sur le rapport Boterel et la circulaire de Jean Castex sur la donnée ouverte et l'open source dont vous avez dû entendre parler. Très clairement, pour nous, j'allais dire, sans prétention aucune, qui étions un tout petit peu en avance en fait, sur le sujet. On est hyper satisfait. En fait. Moi, je suis super content. C'est vraiment un gros moteur, un gros facilitateur, un accélérateur, en fait, ce rapport Boterel et cette circulaire du Premier ministre. Et du coup, ça a été repris par la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Là, je vous ai mis 4 ou 5 points pour simplifier les démarches administratives des Français, pour stimuler l'innovation, pour améliorer l'efficacité des politiques publiques, pour promouvoir la transparence et faciliter le travail des chercheurs. Donc tout ça, c'est super important. Il y a eu 15 feuilles de route qui ont été produites par des ministères, par 15 ministères. Voilà. Après, il faut juste que ça reste catalyseur et que ça ne soit pas, comment dire, du rangement de travaux déjà réalisés dans un plan d'action. Donc nous, on croit beaucoup en fait à cette force en fait de la puissance publique qui nous oblige en fait, encore une fois, de manière positive, à aller sur l'open data et l'open source bien sûr, et les codes sources ouverts. Je pense que c'est aussi des sujets d'aujourd'hui ici. Mais moi, j'ai pas à être politiquement correct ou incorrect. Ce que je pense, c'est que la loi Le Maire a été une grosse contrainte. Et je l'ai expliqué comment c'est devenu une opportunité. Je pense que cette circulaire du Premier ministre, elle a aussi une grosse capacité à amener les ministères en fait, à faire ce travail aussi derrière. Parce que dire j'ai ouvert, je vais être politiquement incorrect, le service de statistique du ministère de la Transition écologique, en fait, dit mais nous, on ouvre toutes nos données. Allez chercher sur leur site. Moi, je ne trouve pas de données ouvertes, en fait. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'après, à travers un requêteur, à travers une capacité à aller chercher tel truc, mettre 3 filtres, etc., je vais ressortir un jeu en CSV ou en XLS et je vais pouvoir l'utiliser. Mais pour moi, c'est pas de l'open data. C'est pas ça de l'open data. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'essayais de présenter là. Et du coup, la feuille de route, en fait, proposée par Boterel et mise en œuvre par Castex, enfin, la circulaire proposée après par Castex, contraint les ministères en fait à mettre en place eux-mêmes leurs propres feuilles de route et à s'engager en fait sur des actions. Et en ça, ça a un véritable côté engageant. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu. Ouais, voilà. Et quand 4 mois après, le Premier ministre en fait une circulaire et tape du poing sur la table en disant en septembre ça va être mis en œuvre. Enfin, là, ça a un pouvoir contraignant en fait pour les administrations, clairement. Enfin, je sais, commissaire à la transition écologique, c'est le petit doigt sur la couture du pantalon et on fait quoi. Enfin, très clairement, on fait ça. Et du coup, peut-être l'autre enjeu, alors je suis peut-être pas très bien placé pour en parler, mais il y a aussi, pour moi, un enjeu de souveraineté économique au niveau européen. C'est aussi de pouvoir s'aligner en fait sur les politiques données au niveau européen.
la donnée étant toujours ce fameux moteur, à quelque part, de la transformation, mais c'est aussi un moteur économique. Et si on voit, parlons de l'autre côté de l'Atlantique, qui n'est pas loin ici, les Google, les Microsoft, les Apple, les données, ils savent les traiter en fait. Et nous, aujourd'hui, on est un petit peu minus par rapport à ça. Et derrière, en fait, la Circular Cartex, c'est aussi l'État français s'engage dans une politique économique européenne autour de la donnée. En tout cas, ça, c'est ma vision à ce stade des choses. Oui, après, voilà, enfin, vous voyez comme quoi on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Moi, je l'ai vu à moitié plein, voilà, parce que c'est mon métier, quelque part, de travailler sur la donnée. Et oui, oui, bah, moi je suis un peu pessimiste des fois, mais parce que ça nous a aussi boosté. Enfin, moi, Boterel, il est venu nous voir à l'ADEME il y a plus d'1 an maintenant, hein, c'était en septembre 2020. C'était énorme, enfin, il nous a boosté. Parce que son rapport, c'était pas à taper sur, à taper sur les gens, quoi. C'était de dire, voilà, montrez-nous ce qu'on va faire, et moi je vais le mettre en avant en fait. Et du coup, les initiatives, elles sont super intéressantes. Et ce qu'ils la produisent, c'est voilà. J'accélère du coup pour laisser la place aux autres derrière. Peut-être très rapidement pour aller un peu plus loin sur ce qu'on fait à l'ADEME. Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, là, je l'évoquais, ces fameuses fabriques de la donnée en fait qu'on va essayer de motoriser. L'idée en fait de la fabrique, c'est de pouvoir construire une infrastructure en fait qui nous permette une sorte d'entrepôt de données, qui nous permette de stocker des données qui viennent des silos applicatifs et puis qui après sont retraitées en fait en aval pour pouvoir servir des usagers internes, mais aussi des usagers tels que vous en externe. Et donc de pouvoir, comment dire, gérer en fait cette transaction qu'il peut y avoir entre vous et nous, d'identifier les cas d'usage, de les imaginer, de les travailler ensemble et d'essayer de voir comment on peut déforer nos données pour ramener en fait leur valeur ajoutée. Donc là-dessus, on communiquera très très rapidement. On est en train de construire le socle, on est en train de construire le premier service qui va être basé sur les filières REP que j'évoquais tout à l'heure. On espère que début 2022, en fait, on aura des premières sorties publiques pour pouvoir vous les proposer aussi, je dirais, à la foule. Voilà. Et pour terminer, je reprends mon slogan qui est toujours la transition écologique ne sera pas sans données. Je crois beaucoup à ça. Enfin voilà, c'est très bête, hein, mais j'ai envie de le marteler. Quelques petites réflexions par rapport à ça. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, hein, la loi Le Maire a été un déclencheur de la démarche d'ouverture, clairement. Là-dedans, il y a eu quand même une puissance importante. Je l'évoquais rapidement de Etalab, qui, avec des moyens important, mais pas non plus pléthorique, nous a permis, alors à nous, mais je sais à d'autres également, de pouvoir mettre le pied en fait dans cette problématique d'open data, de comprendre pourquoi ça avait du sens. Je me souviens, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Romain Thalès, qui est le patron d'Etalab. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais encore à la DSI à l'ADEME, et je me suis dit, mais comment tu peux nous obliger en fait à ouvrir nos données? Ça a une valeur telle que on ne peut pas, ça nous a coûté, c'est notre capital en fait. Et je me souviens de l'avoir revu quelques mois après avoir changé de fonction, en lui disant, mais voilà, je comprends aujourd'hui ce que tu es en train de me dire, parce qu'on n'est plus du tout dans la même démarche. En fait, l'open data, ça a un véritable sens. Et du coup, je voulais juste voilà, redire que cette transformation qu'on a pu avoir autour de l'open data, elle se fait pas toute seule aussi. Enfin, je pense dans vos organisations, vous le vivez. Il y a des rencontres à des moments, et il y a surtout des gens qui vous accompagnent aussi pour pouvoir prendre un peu d'angle et de voir les choses de manière un peu différente. Ce que je notais là, je n'ai pas forcément la prétention de connaître tout l'écosystème des données de la transition écologique, mais j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que les démarches d'ouverture de données, elles sont essentiellement portées par le public ou par les structures qui ont des missions de service public. Je dis ça pourquoi? Parce que quand je suis une entreprise privée, enfin quand vous êtes une entreprise privée, j'ai un peu le sentiment en fait qu'il y a toujours des barrières à l'ouverture des données. Alors ça peut être des barrières financières, ça peut être des barrières de secret commercial, etc. Mais du coup, je pense vraiment que si on veut faire fonctionner demain des moteurs d'intelligence artificielle de ce type, des algorithmes, etc., de toute façon, qu'elle a donné, qu'elle soit publique ou privée, il faut qu'elle existe et il faut qu'on réussisse à construire autour de thématiques qui nous rassemblent. Et on le voyait ce matin autour de la table ronde là, sur La Rochelle, territoire zéro carbone, etc. Donc comment, en fait, collectivement, chacun à sa place, on arrive à proposer en fait, des solutions, des ouvertures. Et j'ai vraiment envie d'exprimer ça. Donc qui contribue, qui fournit la donnée, quelle ambition collective on a, hein, à travers de La Rochelle. Je pense que l'ambition collective elle était très claire ce matin pour ceux qui étaient présents. Et notre ambition, c'est de contribuer à cette construction d'un hub des données de la transition écologique. Voilà, ma question c'était est-ce qu'on y travaille ensemble en fait, et voilà, je vous rapporte la question et je vous remercie.